pour 1 heure et quart d'échange ensemble. Je représente le comité 21 à travers son collège citoyen. J'en suis la présidente et donc c'est une des spécificités du comité 21, qui a été, donc ce collège citoyen a été créé il y a 3 ans. C'est, on va dire, le 5e pilier du comité 21 aux côtés de ses autres collèges, aux côtés du collège entreprise, association, collectivité, établissement supérieur. Il regroupe donc des citoyens qui sont répartis sur tout le territoire national. J'en ai vu ici présents et je remercie voilà, ceux qui sont là. Catherine, merci. Ils participent et donc ils donnent leur avis sur certaines lois. On a notamment commenté la loi climat et résilience, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, parfois certaines notes. Vous avez donc reçu la note sobriété dont on a discuté aujourd'hui, un long rapport. Les citoyens sont également impliqués dans le programme lancé par le comité 21 sur les universités de la citoyenneté écologique. Et effectivement, voilà, grâce à ce collège, je pense qu'on prend aussi le pouls de la société civile et de nous rendre compte de la montée de certaines radicalités. Cette table ronde, intitulée donc Radicalité, durabilité, innovation, va nous permettre donc d'aborder ces enjeux avec une table ronde composée d'un très beau panel. Et avant de passer la parole à chacun d'entre vous, et comme on va essayer de minuter un peu vos interventions, une dizaine de minutes pour laisser du temps aux questions dans la salle, je voudrais simplement revenir sur effectivement ces 3 mots, radicalité, durabilité, innovation. Rappeler que ce sont effectivement des mots au cœur de la transition écologique et sociale et qui vont vraiment guider la transformation de notre monde. La conscience des menaces qui pèsent sur la planète et sur les êtres vivants est en réalité relativement récente d'une certaine façon, et on sent aujourd'hui qu'il y a clairement une conscience nationale et internationale de ces enjeux. Pour autant, cette prise de conscience s'accompagne également de tensions et de trop peu d'actions. On a entendu tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte qui nous interpellait justement en ce sens. Les scientifiques nous disent bien que nous n'allons pas assez vite et qu'il y a urgence à agir. On a d'ailleurs récemment vu des scientifiques qui se sont mis en collectif, le groupe Scientist Rebellion, qui a opté pour la désobéissance civile face à l'inaction climatique des instances dirigeantes. C'était donc en 2022, en avril, à travers 25 pays, 1 millier d'universitaires, de chercheurs, d'académiciens qui se sont mobilisés à travers une série d'actions non violentes. Donc on voit qu'effectivement les choses bougent. Dans le monde existe évidemment une très forte tension entre ceux qui combattent l'inaction climatique et puis ceux qui relativisent un peu plus les risques sur le vivant. Certaines formes radicales d'action se sont développées face aux échecs ou aux certaines avancées des 30 dernières années. On sent monter la pression de la société civile, des jeunes en particulier. Évidemment, Greta Thunberg a ouvert une grande voie à ces jeunes. On ne compte plus aujourd'hui les marches pour le climat dans le monde. On pense également au mouvement international Extinction Rebellion qui appelle à la désobéissance civile pour lutter contre l'inaction des autorités face au réchauffement climatique. Récemment à Paris, le 16 avril, une manifestation de ces militants dénonçait justement l'inaction climatique des dirigeants. D'un autre côté, on a les sphères économiques et techniques qui restent confiantes dans les progrès scientifiques, technologiques et techniques, en particulier sur la décarbonation, en misant sur l'innovation pour nous sauver. Jean-Éric Aubert parlait tout à l'heure de solutionnisme technologique, et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Finalement, quel rôle ont à jouer les acteurs de la transformation ? Il y a clairement un choix à opérer pour chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, dans nos actions et dans nos comportements. On constate d'ailleurs que certains acteurs dans le monde du développement durable et des affaires prônent une certaine radicalité. Alors, quelle place le droit peut-il jouer pour réguler ou juguler ces radicalités ? Est-ce que toute radicalité, d'ailleurs, que l'on pourrait qualifier de durable et légitime, éthique, légale ou souhaitable ? Et c'est ainsi que, Madame la Ministre, je vais commencer par vous interroger pour débuter cette table ronde, puisque vous êtes de longue date engagée dans la protection de l'environnement. Corinne Lepage, je rappelle, Madame la Ministre, que vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne, avocate, présidente de Cap Écologie, et notamment initiatrice de la Déclaration des droits de l'humanité. Je vous laisserai peut-être rappeler ce que c'était que ce projet des déclarations des droits de l'humanité en 2015. Nous avons effectivement souhaité débuter ces échanges par le droit, puisque de fait, les acquis environnementaux ont été faits grâce au droit. On peut rappeler notamment les différents jugements rendus en matière de justice climatique, notamment dans l'affaire du siècle. Pour rappel, je pense que tous ceux qui sont là présents s'en rappellent, mais le 3 février 2021, dans une décision historique pour le climat, le tribunal administratif a reconnu la faute de l'État français n'ayant pas respecté ses engagements sur la réduction des gaz à effet de serre. En octobre 2022, le tribunal a également ordonné au Premier ministre de prendre, d'ici le 31 décembre 2022, toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique ainsi constaté. Alors, puisque les acquis environnementaux se font par le droit, nous aimerions vous interroger de manière prospective et savoir si de nouveaux droits sont en train de naître ou quels nouveaux droits faudrait-il reconnaître
Peut-on attendre finalement une seconde salve des droits reconnus à Rio? Et enfin, dans ce cadre, quelle place et quelle reconnaissance peut-on attendre pour la déclaration des droits de l'humanité que vous avez contribué à rédiger? Merci beaucoup. Merci à Bettina Laville et au Comité 21 de m'avoir invité. Je vais donc essayer d'être bref dans mon propos, puisque c'est la feuille de route, si j'ai bien compris. Et Bettina m'a demandé de répondre à cette question: est-ce que le droit peut être une nouvelle radicalité? Alors, j'essaierai d'y répondre en deux temps. D'abord en démontrant la profonde révolution que constitue ce qu'on appelle la justice climatique, d'une part, et dans un second temps en réfléchissant sur les nouveaux concepts de droit. Alors, en ce qui concerne la justice climatique, il me semble que c'est une véritable révolution juridique qui constitue une rupture majeure avec le droit international et avec les politiques timorées des États. Alors, pourquoi est-ce une révolution juridique? Ça l'est à plusieurs égards. D'abord par son aspect planétaire. Vous aviez, au 1er janvier 2021, c'est la dernière statistique que j'ai, celle de 2022, je ne la connais pas encore, vous aviez près de 2000 procès climatiques dans le monde, qui concernent tous les continents. Je ne vous dis pas qu'il y en ait dans tous les pays, je n'en ai pas vu en Russie, en Chine et en Corée du Nord, mais ailleurs, oui. C'est une nouvelle alliance entre la société civile et les juges. C'est-à-dire que devant l'inaction climatique, qui n'est pas propre à la France, on est dedans, mais on n'est pas les seuls, un certain nombre d'organisations non gouvernementales et de collectivités territoriales ont engagé des procédures et ont trouvé chez les juges une réponse positive, non pas pour constituer une espèce de gouvernement des juges international, mais simplement pour considérer, j'y reviendrai tout à l'heure, que le droit et les engagements engagent ceux qui ont pris les engagements. Troisièmement, par le caractère relativement révolutionnaire de la jurisprudence. Je citerai 4 décisions très rapidement. La première, qui est la mère de toutes, qui est la décision Urgenda rendue aux Pays-Bas en 2020, qui reconnaît l'obligation pour les Pays-Bas de passer de 17 ou 19 à 25% l'obligation de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Deuxième décision, vous avez rappelé l'affaire du siècle. La décision de base, c'est l'affaire Grande-Synthe, rendue par le Conseil d'État, pas par le tribunal administratif, qui, en 2 étapes, a reconnu d'abord l'obligation pour l'État de suivre sa trajectoire et d'évaluer cette trajectoire au fur et à mesure du temps, sans attendre 2030 pour voir si on était dedans ou si on était dehors. Puis, dans une deuxième décision qui a été rendue au mois de juillet 2021, a donné 9 mois à l'État pour changer sa trajectoire, ce qu'il n'a pas fait, ce qui fait que nous entrons dans la saison 3 de Grande-Synthe, si j'ose dire. Troisième décision, la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne en juillet 2021, qui censure la décision allemande, la loi allemande sur le climat, en considérant que celle-ci porte atteinte aux intérêts des générations futures. C'est-à-dire que les gens nés après 2030 ne sont pas garantis de pouvoir bénéficier des mêmes droits que garantis par la loi fondamentale allemande que les générations actuelles. Et enfin, la dernière décision, je vais très vite, tout ceci mériterait beaucoup plus de développement, évidemment, c'est la décision Shell, rendue en juin 2021 par le tribunal de première instance de La Haye, c'est en appel, qui condamne la société Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, cette obligation s'imposant au scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire à la totalité des acteurs de la chaîne. Donc c'est quand même profondément révolutionnaire sur le plan juridique, il faut dire les choses comme elles sont. Et enfin, quatrième élément, me semble-t-il, de cette révolution juridique, c'est l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que l'on se rend compte que ce qui se joue au niveau climatique, de la justice climatique, a un effet d'entraînement sur ce que j'appellerais la justice sanitaire, et c'est notamment tous les procès autour des pesticides, et notamment du glyphosate, où il y en a dans le monde entier, et la justice de la nature, qui va être la nouvelle base. Donc, il me semble que c'est véritablement une révolution juridique qui constitue une rupture majeure avec le droit international et les politiques des États. Rupture avec le droit international, car pour la première fois,
Le droit international ne se construit pas de manière westphalienne, c'est-à-dire par des conventions conclues entre États, mais se construit à partir de décisions nationales qui sont réutilisées par les juridictions nationales d'autres États. De telle sorte que, pour avoir une image un peu simple, on est en face d'un escalier où chaque décision rendue par une juridiction nationale constituerait une marche sur laquelle le juge national d'un autre État va pouvoir s'appuyer pour construire sa propre marche. C'est une rupture avec les politiques timorées des États pour les contraindre à agir, avec l'utilisation de moyens juridiques propres à chaque État, puisque ce sont des décisions nationales, et pour s'assurer de l'efficacité des décisions rendues. Et progressivement, les décisions sont également rendues à l'encontre des entreprises, ce qui change sérieusement la donne. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il est clair que le mélange des genres entre obligation de vigilance, obligation de diligence et justice climatique pourrait constituer une véritable révolution pour les obligations des entreprises. La deuxième radicalité concerne, me semble-t-il, le fond du droit lui-même. D'abord, on assiste, j'ai 3 points, j'essaierai de rester dans mon temps, on assiste d'abord à l'entrée en force du droit souple et de la valeur contraignante des engagements pris. La révolution, ce que j'appelle la révolution du droit souple, c'est-à-dire le fait que des textes qui peuvent être des chartes d'entreprise, qui peuvent être des conventions d'entreprise à un niveau international, qui peuvent être des documents style les accords de Paris, dont l'enveloppe est contraignante, mais dont le contenu ne l'est pas du tout, deviennent des obligations juridiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que, pour reprendre une formule fameuse, les engagements ne tiennent plus seulement ceux qui y croient, ils tiennent aussi ceux qui les prennent. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Je pense que nous en sommes tous tout à fait d'accord. Deuxièmement, on voit arriver de nouveaux concepts. Le droit des générations futures, et l'équité intergénérationnelle. Je vais en dire un mot à propos de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, mais on l'a eu à Karlsruhe, qui est quelque chose... Bon, il y avait une convention de l'UNESCO sur le sujet, puisqu'on est à l'UNESCO aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas un concept dont on peut dire qu'il était du droit positif. Il le devient. La personnalité morale de la nature, qui devient un véritable sujet, avec le droit d'agir et les conséquences sur les droits et les obligations des humains à l'égard, non seulement des droits reconnus à la nature, parce que ça, ce n'est pas tout à fait nouveau, on peut dire que le préjudice écologique, c'est une forme de droit reconnu à la nature. Là, on est sur un degré supplémentaire. Et puis, enfin, toute la réflexion autour des communs, qui est quand même quelque chose de très nouveau, de très original, et qui permet de classer dans cette catégorie des communs des éléments vraiment très novateurs. Et puis, de nouveaux outils, donc vous m'avez invité à dire un mot à la DDHU, et je rends ici hommage à Bettina, dont le rôle pour le développement de ce texte est vraiment extrêmement important. Donc, c'est un texte qui a été conçu en 2015 à la demande du président de la République et qui aujourd'hui est soutenu de manière très large par 80 ONG, par de très nombreux barreaux dans le monde, par la plus grande organisation des villes, c'est-à-dire la CGLU, Cité et Gouvernements Locaux Unis, qui regroupe quand même la bagatelle de 260 000 villes et 5,7 milliards de gens, donc ça commence quand même à compter un peu, d'une vingtaine de grandes villes, d'universités, d'entreprises et d'un certain nombre de personnalités. La particularité de ce texte, c'est de mettre à égalité les droits et les devoirs de l'humanité, 6 et 6, de reconnaître 4 principes fondamentaux que sont la responsabilité, qui est un concept central, la dignité de l'humanité, que l'on retrouve bien entendu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'équité intergénérationnelle et le principe de pérennité du vivant. Et autre particularité de ce texte, qui me semble être dans l'air du temps, c'est d'aller de la base vers le sommet. Autrement dit, c'est un texte qui est aujourd'hui largement porté par la société civile, mais qui aspire à devenir un texte reconnu au niveau international. Donc c'est une déclaration, texte de droit souple, qui rejoint cette démarche qui est celle de la justice climatique, quelque part, c'est-à-dire
ce rôle nouveau de la société civile dans l'élaboration du droit, et qui constitue à ce jour le seul texte de cette nature. Ce n'est pas seulement un texte d'environnement, c'est un texte sur les droits et devoirs de l'humanité qui parle de la guerre, qui parle du progrès, qui parle du déplacement des populations, qui parle de l'éducation, qui parle de tout ce qui concerne notre humanité. Voilà ce que je voulais dire. Donc il me semble qu'on est vraiment à un moment de grande transformation du droit, j'allais dire heureusement, parce qu'on en a besoin, car le droit n'est jamais que l'expression de la volonté d'une société à un moment donné du temps, et qu'aujourd'hui, la société humaine que nous représentons, au-delà des États, est confrontée à des enjeux tels que nous avons besoin d'une réponse qui soit celle de l'humanité et pas seulement celle des droits nationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'avais d'autres questions à vous poser, mais je pense que, comme on a dit qu'effectivement on essayait de garder des questions pour la salle, on va essayer de laisser justement la parole ensuite au public. Nous poursuivons du coup les échanges avec vous, Saad Ilalou. Vous êtes donc titulaire de la chaire de psychologie sociale de la London School of Economics et directeur de l'Institut d'études avancées de Paris. Vous avez donc fait partie notamment de beaucoup de comités d'orientation, notamment de celui du commissariat général du plan. Vous contribuez à de nombreux comités de programmes scientifiques et vos travaux actuels portent sur l'utilisation des sciences sociales pour modifier les comportements en vue d'un monde plus durable. Votre dernier livre sur la théorie de l'installation porte sur la construction sociétale et la régulation du comportement, donc vous êtes quand même assez bien placé pour nous éclairer sur le rôle que les acteurs de la transformation doivent jouer pour construire un monde plus durable. Alors quel est votre regard sur le rôle justement des comportements individuels vers les processus de transition? Et finalement, quelle place tient la radicalité dans ces schémas psychologiques? Merci de m'avoir invité. Et merci de m'avoir posé, Bettina Laville, cette question des comportements individuels. Et une fois de plus, c'est une question qui va directement aux causes et aux responsabilités, puisque la responsabilité de la situation catastrophique qu'ont décrit mes collègues, c'est la nôtre. Les humains sont une espèce invasive. Nous avons modifié gravement notre écosystème au point où il devient presque invivable. Donc la cause des problèmes que nous vivons, c'est nous, les humains, et la réussite de la modification de notre écosystème est due à l'efficacité de notre système de fonctionnement social. C'est la science, c'est la connaissance, et ici on est dans le temple de la connaissance. Et donc, bien, comme souvent, là où est la cause, là il faut chercher le remède, et donc ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être essayer d'appliquer ces méthodes puissantes, scientifiques, pour changer le comportement des humains et le fonctionnement des sociétés. Et les sciences sociales devraient nous aider à le faire. Et l'idée que je vais vous présenter brièvement, c'est donc de voir comment on peut mobiliser ce qu'on sait en sciences sociales, de mobiliser les sciences sociales pour essayer de construire des solutions adaptées à ce que nous savons du comportement humain. Et effectivement, ce n'est pas si simple que ça, parce que non seulement nous sommes la cause de nos problèmes, mais en situation de crise, nous avons tendance spontanément à mal réagir. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire rapidement. Donc, nous avons en réalité deux problèmes principaux, à mon sens. Le premier problème, c'est de gérer les crises, parce que comme nous l'avons vu avec les crises récentes, dès que nous sommes en état de crise, nous sommes incapables de fonctionner sur le long terme, et que nous abandonnons toutes les bonnes résolutions pour traiter l'urgence. Et pire que ça, je vais y venir. Et il faut ensuite changer les comportements, faire cette transition. Et je vais en parler aussi. Alors d'abord, les crises. Donc les crises ne sont pas des crises à venir, elles sont des crises qui ont commencé déjà. Ce qu'on avait annoncé déjà dans le rapport Meadows est là. Et donc il faut arrêter d'être dans l'anticipation, il faut être dans la réaction et dans l'action maintenant. Nous allons avoir des crises qui sont multiples, qui sont superposées, qui sont en cascade. Et malheureusement, en situation de crise, les humains ont non pas deux formes de réaction comme on le décrit habituellement, c'est-à-dire la fuite et l'agression, mais en fait quatre. Et les formes les plus, les plus simples, les plus spontanées ne sont pas forcément les meilleures. Alors, nous connaissons évidemment les réactions de fuite devant l'agression, nous connaissons devant le stress, nous connaissons les réactions d'agression, c'est-à-dire que nous avons tendance systématiquement à porter notre action contre, non pas quelque chose, mais en général contre quelqu'un. C'est très typique des êtres humains. On attribue la responsabilité d'une situation plutôt à des gens qu'à des choses. C'est ce qu'on appelle le biais fondamental en psychologie.
Les radicalités, certaines formes de radicalité sont une expression de cette agression, c'est-à-dire qu'on se bat contre quelque chose, contre quelqu'un plutôt, et non pas pour quelque chose, ce qui n'est pas souvent très productif, parce que l'agressivité amène la violence amène des réactions en chaîne et la destruction d'un certain nombre de formes de socialité, sans parler de la destruction des infrastructures. La troisième réaction qui a bien été décrite par Laborit, c'est l'inhibition, c'est-à-dire pas d'action et une anxiété qui est une espèce de peur durable et paralysante. Ça n'est pas bon, ça se traduit en général par des maladies psychosomatiques, hein, et on en voit beaucoup, on en a vu récemment avec le Covid. Ce sont trois mauvaises solutions. Il y a aussi un quatrième type de réaction qui est une réaction constructive, hein, qui est une sorte de mode mobilisé, si on peut dire, dans lequel les gens non pas agressent les autres, mais portent leur énergie pour essayer de résoudre le problème, et donc c'est d'essayer de faire quelque chose de concret. C'est un mode mobilisé qui ressemble beaucoup d'ailleurs au war mode qu'on a en situation d'agression, sauf, c'est-à-dire qu'on se sent, je veux dire, très énergique, on se sent très motivé, on a beaucoup de résistance, on tient, je dirais, sur les nerfs et avec tout un tas d'hormones. Mais l'avantage de s'opposer aux choses et non pas aux gens, c'est que, un, ça élimine l'anxiété, donc les maladies psychosomatiques, il y a des expériences très intéressantes là-dessus. Deux, ça peut résoudre le problème, c'est quand même ce qui est le plus important. Trois, c'est émotionnellement et socialement gratifiant, surtout si c'est fait en groupe. Et enfin, c'est plus efficace, parce qu'on est toujours plus efficace en groupe, à condition de le faire en groupe organisé et non pas en bande de primates. Mais tout ça, ça s'organise, il y a des techniques sociales et ça doit être adapté à chaque cas local. Et j'insiste sur le côté local, les problèmes sont beaucoup plus faciles à traiter localement que globalement, parce que globalement c'est en généralité et une solution s'adapte beaucoup mieux quand elle est adaptée à un cas particulier, et ça, les sciences sociales peuvent nous aider à le faire. Deuxième grand objectif, c'est celui de changer les comportements. On parle constamment de combler le fossé entre intention et comportement, et la transition, ça va être de changer pratiquement toutes nos routines du quotidien. Et nous savons que ça n'est pas simple, ou plutôt, ça n'est pas simple quand on essaie de faire simplement en changeant la volonté des gens de le faire. Ce n'est pas parce qu'on sait faire qu'on fait. Et en réalité, quand on regarde comment sont déterminés les comportements, en particulier les comportements quotidiens, c'est d'abord l'environnement construit qui nous pousse, ensuite c'est les savoir-faire des individus, et enfin c'est la régulation sociale. Et c'est bien la combinaison de ces trois types de composants qui nous amène à nous comporter comme nous le faisons. Je pourrais prendre l'exemple de la manière dont vous êtes venu vous asseoir dans cette salle. Vous n'étiez probablement jamais venu, mais il y avait des affordances qui sont les sièges, il y avait un programme qui était la régulation sociale, et puis vous avez appris ce que c'est que d'écouter sagement, et nous de parler sagement en essayant de respecter le temps. Et je vous vois me regarder avec inquiétude, ne vous inquiétez pas. Bon, le comportement est acquis et maintenu par la pratique, ce qui fait que quand on amène les gens à se comporter d'une certaine façon et que ce comportement est réussi, il se perpétue, et c'est comme ça qu'on change les habitudes. Et il y a une chose tout à fait fondamentale et qui a été montrée par le psychologue social Kurt Lewin, qui est d'ailleurs l'inventeur de la recherche-action, c'est qu'il est plus facile de changer le comportement des gens en groupe qu'individuellement. Hein, ça paraît contradictoire, ça paraît bizarre, mais c'est un fait. Pour une bonne raison, c'est qu'une bonne partie des obstacles à changer de comportement, c'est la peur d'être différent des autres et de voir le contrôle social s'exercer de manière négative. Et ça aussi, ça s'organise. Et quand je dis ça s'organise, c'est avec une ingénierie sociale, avec ce qu'on sait du comportement des gens, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, etc. Et ça doit être adapté, une fois de plus, à chaque cas local. Donc, dans les deux cas, la réponse sera locale. Il faut réduire la complexité du global pour travailler au niveau local. Et si on veut travailler à l'échelle du problème, qui est une échelle globale, il va nous falloir des millions de cellules locales. Hein. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Je vous rappelle que ne serait-ce qu'en France, il y a 1,5 million d'associations, par exemple. Donc on est vraiment à l'échelle. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer au niveau local des cellules qui sont des cellules d'entraide, des cellules de résolution de problèmes locaux, de ceux qu'on sait faire au niveau d'un immeuble, au niveau d'une rue, au niveau d'une commune, au niveau d'une association qui travaille sur un sujet particulier. Ça permet non seulement de résoudre les problèmes, de les résoudre de manière adaptée au niveau local, ce qui est beaucoup plus complexe au niveau global et difficile. Au niveau local, c'est plus facile, et surtout, ça recrée du lien social, ça recrée de la confiance, et en cas de crise,
c'est extraordinaire, parce qu'au lieu d'avoir des cellules de crise au niveau national ou régional dont l'action est compliquée, on a les gens qui peuvent agir de façon subsidiaire au niveau local dans les situations qu'ils connaissent le mieux et pour lesquelles les circuits d'entraide et la confiance sont déjà là. Donc, je résume. Utilisons pour résoudre les problèmes qui sont devant nous les mêmes mécanismes que ceux qui a créé le problème, c'est-à-dire les sociétés humaines instrumentées par la science. Et donc, les sciences humaines et la société doivent faire partie de la solution. Et cette solution, c'est d'abord de s'organiser en des millions littéralement, de cellules locales, qui seront des cellules qui vont à la fois pouvoir travailler sur la modification de leur propre comportement en groupe, pour s'aider à le faire, et pouvoir, en temps de crise, réagir de manière opérationnelle, efficace et locale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sadi. C'est passionnant. On continue avec vous, Patrick Lagadec. Vous êtes directeur de recherche honoraire de l'École Polytechnique, chercheur spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise. Vous parliez des risques bien avant la conférence de Rio. Vous avez notamment créé le concept de risque technologique majeur en 1979 et plein d'autres choses. Mais tout à l'heure, on parlait avec Jean-Éric Aubert sur la table ronde précédente des travaux réalisés par AXA d'ailleurs et leur prise en compte des risques climatiques par les assureurs. Alors face aux risques climatiques, de crise sociale, la destruction de la biodiversité, votre éclairage nous intéresse sur les résistances et les blocages des décideurs face à la prise en compte de ces risques. Est-ce que vous pouvez clarifier cela et nous dire de ce fait si, face à ces blocages, vous êtes sensible à la proposition de radicalité? Merci. Alors, dans la même veine, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà du constat et tout en prenant en compte les grands principes. La question, c'est de l'action. Maintenant, on fait quoi? Et effectivement, pour y travailler, ce que je rencontre souvent, c'est un grand désarroi ou un grand blocage. Le premier point que j'ai indiqué, si vous voulez passer, c'est qu'on se retrouve face à un univers qui nous est très étranger. C'est-à-dire qu'en matière de risque, on a dans l'esprit quelque chose d'isolé, de bien catégorisé, pour lequel on a déjà les réponses. Et on se retrouve avec des méga-chocs qui ont des impacts systémiques immédiats et foudroyants. Et deuxièmement, dans nos approches des risques, l'hypothèse fondamentale, c'est que les socles tiennent. On ne regarde même pas les socles, c'est donné. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des socles qui ne tiennent plus. Et donc, la combinaison de ces deux phénomènes vous donne ce que deux Américains ont appelé les problèmes diaboliques, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où sont les causes, qu'est-ce que ça donne, et avec non pas des effets dominos, mais des effets explosifs dans tous les sens. Et donc, le travail là-dessus devient extrêmement... Enfin, il n'y a plus d'écran radar. Donc, voilà la situation où on est. Par rapport à ça, deuxième point, nos blocages, effectivement. Alors, ce que je vois, évidemment, c'est les questions d'intérêt. Les dominations, l'argent, etc., fait que ce n'est pas très évident de poser la question de « et si on changeait de trajectoire ?» La première action, c'est de se dire « attendez, soyons sérieux, ne mettez pas en cause mes intérêts ». Ce que je vois de plus profond, c'est un problème de paradigme. Donc, on a été forgé quand même, pendant des années, avec travailler dans l'académique, j'ai vu à quel point M. Buffon était encore important. Je cite des lignes que d'autres étaient heureux de citer. Des causes dont l'effet est rare, violent et subi ne doivent pas nous toucher. Elles ne se trouvent pas dans la marche ordinaire de la nature. Bon, voilà. Et dans les années 76, des intellectuels avaient travaillé un livre sur les terreurs de l'an 2000. Et dans sa préface, Georges Suffert disait « Les participants ont l'honnêteté de constater que leurs connaissances ne leur permettent en aucune manière de prédire quoi que ce soit. Tout au plus, l'ensemble des rapports présentés élimine-t-il les hypothèses extrêmes. » Donc voilà, au moins là, on est tranquille. On a éliminé tout ce qui posait vraiment problème. Et on travaille sur ce qui ne pose pas vraiment problème. Et dans cette optique, j'avais dit un jour à Mike Granat, qui a fondé le centre de crise au Cabinet Office à Londres, je lui disais, vous savez la phrase qu'on prononce toujours, « think outside the box ». Et il me répond, « there is no box anymore ». Et ça, c'est intéressant. Vos quadrillages, ils ne fonctionnent plus. Alors là, nous, comme on a besoin d'un quadrillage pour fonctionner, on dit, à ce moment-là, c'est plus de la science. Et le troisième blocage qui me semble beaucoup plus important encore, c'est un blocage psychique.
Et je regardais les travaux d'une psychanalyste qui s'appelle Nicole Fabre, qui travaillait sur Descartes. Et quand on a demandé à Descartes de venir travailler avec Pascal sur le vide, il a refusé ça avec une énergie, mais tellement forte, qu'elle dit « j'y vois la trace de quelque chose de fondamental ». Travailler sur le vide, pour lui, c'est mettre en cause un système qui tient qu'aussi longtemps qu'il n'y a aucune faille dans ce système. Or, les questions que nous avons à traiter aujourd'hui mettent en cause des failles majeures fondamentales, ce qui fait que c'est psychiquement le plus souvent totalement inacceptable. Et donc on retrouve tout de suite la fuite par rapport à toute question, et malheur à celui qui vient poser une question. Alors, voilà les trois blocages que nous avons. Alors, comment faire pour, troisième point, pour s'ouvrir aux situations d'inconnus aujourd'hui? C'est clair qu'il y a une mutation de culture à faire. Récemment, on essayait de faire un travail sur la crue majeure à Paris, supérieure à celle de 1910. Ça n'a intéressé personne. Bon, c'est quand même la probabilité qui augmente, et les faits, c'est 3 à 5 ans d'évacuation de la capitale, avec des effets européens majeurs, et une reconstruction entre 10 et 20 ans. Enfin, voilà ce genre de choses qui n'attirent personne. Donnez-nous un verre d'eau qui tombe là où il ne faut pas, ça ira, mais le reste, tétanisation. Alors, on essaie de travailler sur quel type de leadership aujourd'hui. Ce que disait Todd Laporte à Berkeley, qui me semble très important, c'est pas d'avoir toutes les réponses pour ne pas être surpris, c'est de se préparer à être surpris. Mais ça, on n'aime pas, parce que ça veut dire quelle est la question qui est dans l'angle mort, quelle est la question que je n'ai pas posée, quelle est la question que je ne veux pas poser. Et il ajoutait, ce que je trouve très intéressant, comment institutionnaliser cette prise en compte des questions qui ne se posent pas, enfin, qu'on ne veut pas poser. Et je pense que s'il n'y a pas des groupes de réflexion dans toutes les entités importantes qui s'interrogent sur les questions qu'on ne pose pas, on ne fait que les découvrir quand c'est trop tard. Et pour les situations immédiates dans lesquelles, en général, vous l'avez dit, tétanisation, fuite, etc., ou n'importe quoi, où on mobilise tout ce qu'on sait, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai proposé cette démarche de force de réflexion rapide, c'est immédiatement des gens qui se mettent en questionnement, et non pas seulement en réponse habituelle, pour se poser 4 questions. De quoi s'agit-il? Quels sont les pièges? En général, on fonce dans les pièges avant d'en avoir réfléchi. Avec qui on va travailler? Et si on a 2, 3 impulsions créatrices collectives qu'on pourrait proposer, ce serait quoi? Et au lieu de faire assaut de réponses qui n'en sont pas. Bon, ça reste extrêmement difficile à mettre en place parce que ce qu'on aime, c'est des réponses toutes faites et pas des questions. Et comme on m'a toujours dit, écoutez, on est ici pour résoudre des problèmes, pas pour s'en poser. Avec ça, vous ne pouvez traiter aucun des sujets d'aujourd'hui. Et troisième point, pour aller vite, après l'ouverture de la culture, le leadership, côté citoyen, je vois 2 points. Le premier est fondamental, comment on peut traiter le citoyen comme acteur majeur de cela, comme vous l'avez dit, et non pas comme amas qui va paniquer tout de suite. Tous les mois, on a sur Twitter l'annonce qu'un préfet quelque part, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs, va déclencher les sirènes pour tester les sirènes, et on ajoute tout de suite, surtout ne paniquez pas. Ce serait beaucoup plus fort de leur dire que comme on va déclencher les sirènes, on va pouvoir en plus vous mobiliser pour voir si vous avez les quelques éléments. Mais ça, jamais, c'est tout de suite panique. Et le deuxième sujet qu'on a devant nous qui est compliqué, c'est que face au mur qui nous arrive, la grande tentation aussi, on l'a vu beaucoup aux États-Unis, mais il n'y a pas que, c'est la fuite dans une autre réalité. Contez-nous une fable. Et alors, tout ce qui est scientifique, etc., ça n'a plus aucune importance. Le fake, c'est quand même bien. Une terre plate, c'est quand même moins de problème qu'une terre ronde. Et là, vous êtes parti sur autre chose. Alors là, ça vous échappe complètement. Mais ça, comment on fait? On vous dira, il ne faut pas infantiliser. Mais enfin, si c'est le gouvernement qui demande de mettre des masques, je suis contre. Et puis 2, si vraiment il le demande, je serai pour. Et de toute façon, ce sera dictatorial, sauf si c'est un dictateur qui l'impose. Donc là, on a vraiment un sujet grave. Et pour terminer sur une note de piste qu'il faut ouvrir, parce qu'il n'y a pas une technique, je vous rappelle ce que disait le conseiller spécial du patron de la sécurité civile américaine au moment du cyclone Sandy. Il a dit j'ai créé 3 cellules. La première, c'est détection des erreurs, parce qu'on en fera et qu'il faut les corriger. La seconde, détection des initiatives émergentes. Qu'est-ce que les uns et les autres vont
vont mettre en place comme ça et qui va être utile d'appuyer. C'est ce que les ferries ont fait le 11 septembre à New York, sans aucune planification. Ils ont évacué entre 250 000 et 500 000 personnes du sud de Manhattan. Et ça a été fait comme ça. Donc il en a retenu la leçon. Quelles sont les initiatives émergentes? Et le troisième point qui est magnifique, cellule invention. Ce n'est pas écrit ce qu'il faut faire. Donc on va inventer. Mais c'est très très loin de nos cultures habituelles dans lesquelles, s'il y a un problème majeur, il y a donc un plan, il y a donc des moyens, je vais appliquer et je vais définir le problème en fonction des moyens et des plans qui sont arrêtés, qui n'a rien à voir avec la situation. Et je termine par ce mot d'un vice-président de la Silicon Valley qui disait à ses troupes, écoutez, maintenant, dorénavant, votre champ de responsabilité, c'est l'inconnu. Voilà, merci. Merci Patrick Lagadec. Je crois qu'en tout cas, ce qui concerne la crue de la Seine, Monsieur le ministre était intéressé sur le sujet. Mais effectivement, ce n'est pas forcément le cas, malheureusement, de tous les citoyens. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Aguillon. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance, également professeur à l'INSEAD et professeur invité à la London School of Economics. Vos recherches portent plus particulièrement sur l'économie de la croissance et de l'innovation. Voilà. Votre dernier ouvrage, on peut y revenir, s'appelle The Power of Creative Destruction. Il développe une théorie de la croissance économique basée sur l'innovation qui émerge du processus de destruction créatrice et qui montre également qu'il nous appartient en définitive de construire un avenir équitable et prospère. On souhaiterait aujourd'hui, monsieur le professeur, vous interroger sur effectivement le débat destruction créatrice, innovation, radicalité. À votre avis, quelle foi devons-nous avoir dans l'innovation pour sauver la planète? Faut-il être tous technophiles pour espérer un monde durable? Et quelles sont les innovations vertes sur lesquelles vous avez l'occasion de travailler? Merci beaucoup. Donc, merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur. C'est la première fois que je viens à l'UNESCO, ayant grandi à Paris, quand même. Mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, donc c'est un vaste sujet. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans la destruction créatrice. C'est un terme qui est dû à Joseph Schumpeter, qui réfère à l'idée que les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Donc le nouveau détruit l'ancien ou remplace l'ancien. Mais je vais peut-être... alors, une chose importante dans la croissance par la destruction créatrice, c'est que d'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier veulent empêcher de nouvelles innovations qui vont détruire leur rente à eux. Et donc, la régulation du capitalisme, c'est d'abord gérer cette contradiction. Comment, d'un côté, donner des incitations pour l'innovation, mais d'un autre côté, s'assurer que les rentes d'innovation ne seront pas utilisées ex post pour empêcher de nouvelles innovations. Donc ça, c'est tout le livre, c'est autour qu'on parle d'inégalité, de climat, de stagnation séculaire, de trappe de développement, eh bien, on tombe toujours sur cette contradiction-là. Mais là, je vais peut-être parler un peu du lien avec le climat. Donc d'abord, sur la Terre plate, il y a une citation assez drôle, je crois qu'il y avait des gens... quelqu'un qui avait dit, oui, tout le monde croit que la Terre est plate, all around the world. C'est assez drôle, donc ça veut dire qu'en fait, ils n'y croyaient pas. Ça donne de l'optimisme. Le climat, si vous voulez, il y a eu l'innovation, quelque chose de très important, parce qu'il y a eu à un moment donné, on s'est rendu compte, évidemment, que les ressources sont épuisables, un certain nombre de ressources, et évidemment, on s'est dit, mais comme les ressources sont épuisables, peut-on soutenir la croissance à long terme? On ne pourra pas. Et donc, dans un monde sans innovation, on est condamné à être malthusien, forcément, puisqu'on tombe sur la contrainte de ressources épuisables. Et l'innovation change tout, parce que dans un monde avec innovation, on sort du malthusianisme, parce qu'on peut reculer les limites du possible. On peut aussi apprendre à économiser de plus en plus sur les ressources qui sont vraiment épuisables. On peut apprendre, c'est l'innovation dans les modes de production, dans les sources d'énergie, dans nos modes de vie. Et l'innovation vous sort de Malthus. Donc déjà, la première idée, c'est que dans un monde sans innovation, on est condamné au malthusianisme. Voilà. Et alors, avec le climat, il y a eu l'idée beaucoup... Je me suis fait un peu épingler parce que comme j'ai contribué à refaire les programmes d'économie du secondaire en France, il y a eu un sujet qui est tombé, c'est pas de mon fait, me parler de l'innovation verte. Et beaucoup se sont plaints qu'on ne parle pas de décroissance. Alors je voudrais juste dire un mot sur la décroissance. Effectivement, historiquement, le décollage de la température, ça coïncide avec le décollage de la croissance. Et donc c'est en 1820, la croissance, effectivement, c'est un phénomène qui est récent, qui date d'il y a 200 ans. Il n'y avait pas de croissance durable dans le monde avant 1820. Et quand vous regardez l'évolution de la température, vous voyez que en fait, l'augmentation de la température
coïncide avec, avec le décollage de la croissance. Donc c'est vrai qu'historiquement, la croissance est responsable de l'accroissement de la température. C'est vrai. Mais pour autant, faut-il revenir à avant 1820 ? On a eu une expérience naturelle de décroissance. C'est le premier confinement. On était obligé de confiner entre mars et juin 2020. On n'avait pas les vaccins, il fallait confiner. Mais entre mars et juin 2020, le PIB français baisse de 35%. Mais les émissions de CO2 baissent de 8%. Donc ça veut dire que si on devait se reposer entièrement sur la décroissance pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait être de manière permanente dans le premier confinement. Mais on connaît les effets secondaires dramatiques. On était obligé de le faire, mais ça a eu des effets dramatiques sur la jeunesse, sur les violences conjugales, sur la faim dans le monde. Les famines, évidemment, ont beaucoup augmenté. Donc on ne veut pas rentrer là-dedans, ça n'a pas de sens. Donc on doit, la croissance, quand je parle de croissance, ce n'est pas juste la croissance quantitative, c'est la croissance de ce qu'on appelle en anglais les utils. C'est la croissance de l'utilité, c'est la croissance de notre mode de vie. La croissance, c'est quand je vais chez un dentiste maintenant, j'ai beaucoup moins mal que quand j'allais chez le dentiste dans les années 60. C'est ça la croissance. Moi, je dis toujours à un partisan de la décroissance, je le force à aller chez un dentiste des années 50 et je le convertis immédiatement à la croissance, immédiatement. Bon. Et est-ce que vous lui donnez la note sobriété du comité 21 ? Non, il faudra lui donner la note sobriété du comité 21. Alors maintenant, donc il faut l'innovation. Donc il faut l'innovation verte. Alors, l'innovation, donc, pour trouver de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux processus de production, de nouvelles manières d'organiser la production. Le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte. Des études que j'ai faites avec d'autres montrent que les entreprises qui innovent dans le passé dans des technologies polluantes continuent spontanément d'innover dans des technologies polluantes, parce qu'on tend à continuer de faire ce qu'on sait bien faire. Donc, spontanément, les entreprises. Donc, ça veut dire que déjà, la destruction créatrice va nous aider. Les nouvelles entreprises qui rentrent sur le marché, elles n'ont pas le problème de dépendance au sentier. Elles n'ont pas pris des mauvaises habitudes parce qu'elles n'existaient pas. Donc, déjà, la destruction créatrice va vous aider à résoudre le problème de l'innovation verte. Mais en plus, il y a ce que j'appelle le triangle magique. Qu'est-ce que c'est le triangle ? Les firmes qui innovent, l'État et la société civile. Parce que l'État peut rediriger le changement technique des entreprises vers les technologies vertes. Comment ? La taxe carbone intelligente, pas comme on a fait en 2018, hein, on a bien compris que ça, les bêtises d'il y a 3 ans, on ne va pas les refaire, mais intelligemment faites, donc le prix du carbone, la subvention à l'innovation verte, les politiques industrielles vertes, il faut réinventer la politique industrielle verte. En France, on ne sait pas faire de la politique industrielle, elle est très colbertiste, il faut la faire plus décentralisée, plus bottom-up. Donc l'État a un rôle très important à jouer pour rediriger le changement technique vers les technologies vertes. Mais la société civile a également un rôle très important à jouer. On sait par exemple des études, moi j'ai travaillé récemment, dans des pays où les consommateurs ont conscience de l'urgence climatique, et bien la concurrence entre entreprises pousse à l'innovation verte, parce que si Brice est vertueux, moi je ne le suis pas. D'abord, dans un monde où il n'y a pas Brice, moi je me dis, bah, tant pis, les consommateurs, ils veulent consommer des trucs non polluants, mais ils sont obligés d'acheter chez moi, alors je ne vais pas m'embêter à faire du non polluant. Mais maintenant arrive Brice qui est vertueux, qui lui fait des produits non polluants, ben, la concurrence avec Brice m'oblige à innover dans le non polluant pour pouvoir garder mes clients et ne pas les perdre au détriment de Brice. Ben, il se trouve que cette conjonction entre l'éducation des consommateurs et la concurrence, eh bien, ça vaut 3 fois l'augmentation du prix de carbone qui a provoqué les gilets jaunes il y a 3 ans. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des forces, c'est-à-dire les entreprises innovent, elles n'innovent pas forcément là où il faut, l'État a des leviers et la société civile a des leviers également. Et je crois que ce triangle-là peut donner beaucoup de choses, quoi. Voilà, je crois que c'est la clé de 2050, ça va être vraiment ce triangle-là, entre entreprises innovantes, État et société civile, avec les différents instruments dont dispose l'État. Et alors évidemment, éducation très important, concurrence très important. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, Monsieur le Ministre, du coup, vous avez été cité, donc on va vous prendre comme prochain intervenant. Je rappelle donc que vous êtes effectivement ancien ministre de l'Environnement, président d'Équilibre des énergies, ancien conseiller du Pacte mondial des Nations Unies. Je prends ma respiration. Ancien président de l'Académie de l'eau, ancien sous-secrétaire général de l'ONU et coordinateur de la conférence Rio+20, ancien ambassadeur du climat français, ancien président de l'Ami de la Terre, etc. Monsieur le Premier ministre, donc je crois qu'on a bien compris, vous avez été à la pointe du combat écologique dans les années 80. Je continue. Donc finalement, on pourrait dire que vous étiez un radical. Alors,
D'abord, j'étais très content d'être à côté de Philippe Aguillon, parce qu'on distribuait les tracts, alors pas forcément ensemble, mais en tous les cas au même endroit. Oui. Hein. Placement, j'y ai à 40 ans. Ouais, je ne veux pas dire, enfin, il y a 3 ans. Voilà. Et donc, le grand problème à la fin du 19e siècle, dans les villes, c'était le crottin de cheval. Il faut le savoir, quoi. C'était une crise terrible. Une crise terrible. Parce qu'on avait peur des maladies, parce que le spectacle de la cruauté aux animaux était terrible. On ne pouvait plus promener les enfants, de voir les gens battre les chevaux tout d'un coup tombaient morts, il fallait les amener à l'équarrisseur. Enfin, c'était épouvantable. Et puis les surfaces agricoles, il y avait quasiment le tiers de la surface agricole, c'était de l'avoine pour les chevaux, et au détriment du blé. Enfin bref, je dis ça parce que l'innovation, les innovateurs, etc. Donc, juste en passant comme ça. Alors moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde doit faire quelque chose. Okay, donc moi, je m'occupe juste d'un truc, c'est de travailler avec les entreprises sur comment on fait, par où on commence. Donc très simple. Donc notre job à nous, dans l'association Équilibre des énergies, et j'espère le gouvernement, c'est de faire qu'en 2050, 60% des usages finaux de l'énergie en France, ce soit de l'électricité. Bon, voilà, c'est très simple et très difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est 25% et il faut que ce soit 50%, voire 60% en 2050. Ça veut dire qu'il y a 1% d'électrification par an dans tous les usages. Vous voyez que ça commence pour les bagnoles. Et rien que les bagnoles, c'est une révolution considérable. D'abord parce que les constructeurs automobiles doivent faire leurs bagnoles qui ne doivent pas coûter trop cher. Pour l'instant, les voitures électriques, c'est moins commode et plus cher que les voitures thermiques. Pas de chance. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose dans les bâtiments. Les pompes à chaleur, c'est plus cher et moins commode que la chaudière murale à gaz. Ah merde, tout est moins cher et tout est plus cher et moins commode. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, il faut trouver le moyen d'aider. Donc, 60%. Donc, il faut faire des batteries. Les batteries, il y a du graphite, il y a du lithium. Où c'est qu'on va trouver ça? Est-ce qu'on peut ouvrir des mines en France? Bah, peut-être, il faut. Parce qu'autrement, on est obligé d'aller faire travailler le jeune Congolais dans des conditions épouvantables, etc., etc. Les bornes de recharge, il faut qu'il y en ait partout. Donc, dans chaque commune, chaque maire, où ils sont, dans le syndic, il faut que le syndic accepte de mettre les bornes. Le droit à la prise, je me moquais de Philippe, je dis, bah, le droit, c'était quand tu parlais des droits, mais le droit à la prise, c'est vachement important. Donc, voilà, etc. Enfin, c'est un droit nouveau à inventer, en quelque sorte. Quoi. Donc, bon, ça, c'est une révolution, c'est très dur, il faut le faire, il ne faut pas s'arrêter, c'est un effort. Il faut arrêter de gémir, quoi. Il faut agir un petit peu. Quoi, hein. Voilà. Et pareil dans les bâtiments. Dans les bâtiments, donc c'est des pompes à chaleur, il faut savoir où on les met, c'est pas si simple. Dans les bâtiments collectifs, c'est beaucoup plus dur que dans les bâtiments isolés, enfin dans les maisons isolées, etc. Ça, c'est simple, c'est ça qu'il faut faire. Le reste des 40%, c'est de la chaleur renouvelable, les réseaux de chaleur, le solaire. Comment ça se fait? Dans les années, Bettina, souviens-toi, elle est partie, on parlait du chauffage solaire. C'était rien le chauffage solaire, c'est tellement simple. Vous allez en Israël, vous allez en Espagne, vous allez même dans le Maghreb, ils ont tous des chauffe-eau solaires. Ça marche du tonnerre de Dieu. Pourquoi il n'y en a pas en France? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi? C'est invraisemblable, quoi. Il y a des choses très simples comme ça, donc la chaleur renouvelable, il y a 1000 manières de le faire. Et par exemple, là j'étais à Bruxelles hier pour discuter avec la Commission. Pourquoi est-ce que dans le nouveau règlement des maisons, on n'oblige pas chaque maison à être PV ready, photovoltaïque, prêt à recevoir du photovoltaïque. On n'oblige pas forcément le propriétaire à le faire, mais au moins que la maison soit prête, que la charpente puisse etc., etc. Il y a 1000 détails comme ça. Et pour parler à Sylvie, elle a bien raison, et il faut que les maisons, notamment dans le monde rural, puissent recevoir des hirondelles, et que les hirondelles ne crèvent pas de chaleur, et que les oisillons ne sautent pas du nid parce qu'il fait trop chaud, etc. 1000 petits détails à faire, mais c'est tellement important, tout ça, c'est des détails, ça va marcher. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et alors le problème maintenant, parce qu'on n'est pas tous d'accord, voilà, la vérité c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Moi je me heurte, notamment en Europe et en France, et c'est la question de la sobriété, question très importante. La sobriété c'est quoi? Est-ce que c'est les économies d'énergie? Est-ce que c'est consommer moins? Est-ce que c'est l'efficacité énergétique? L'efficacité énergétique, tout le monde est pour, hein, de toute manière. Une certaine sobriété, ça a toujours traversé l'idéal de l'humanité depuis Diogène, hein, donc ôte-toi de mon soleil, quoi, c'est tout ce qu'il voulait le gars. Bon voilà. Alors, je me heurte à des gens qui disent « Ah, la transition, c'est très simple, on va consommer de moins en moins. De moins en moins, ça va être génial, délice de Capoue, de moins en moins. Et ça sera tellement peu de consommation qu'on pourra se suffire des renouvelables. » Tu parles. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que la décarbonation, le fait de se passer des combustibles fossiles, c'est un effort énorme. C'est une réindustrialisation. C'est un effort industriel majeur. Parce qu'il faut produire des vecteurs décarbonés. L'électricité, pour commencer, bah, il faut la produire. Tiens.
Elle n'existe pas comme ça. Si on veut de l'hydrogène, pourquoi pas, parce qu'on peut mélanger de l'hydrogène avec du CO2 pour faire des carburants de synthèse et tout ça. C'est un effort énorme, il faut le produire, cet hydrogène. Et les carburants de synthèse dont je vous parle, il faut récupérer le CO2 à la sortie des usines, le mélanger à de l'hydrogène, produit par des électrolyseurs, et les électrolyseurs, il faut les produire. Bref, c'est plus d'énergie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pas moins, c'est plus d'énergie. Alors évidemment, chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, évidemment qu'on va chercher à être sobre, à ne pas gaspiller, oui, mais la société dans son ensemble, ça sera plus d'énergie. Donc je me bats pour expliquer ça à tout le monde, et je le dis devant vous avec calme. Et retenu, un vrai radical. Et donc, pour rebondir, Monsieur le Ministre, du coup, la place que vous accordez aux radicalités aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais finalement dans la vie politique, quelle place vous lui accordez? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que d'agir par radicalité? Il y a un truc qui me passionne, alors je ne sais pas si c'est radical, hein, c'est la capture du CO2 de l'air. Le problème, c'est qu'on a trop de CO2 dans l'air. On envoie 40 milliards de tonnes par an. Vous savez ce que c'est qu'une tonne de CO2? On a essayé de faire ça à une conférence, à une COP. C'était une montgolfière. Voilà. Une montgolfière, c'est une tonne de CO2. Alors vous mettez 2 montgolfières, c'est 2 tonnes. 10, 20, 100 tonnes. 1 milliard. 40 milliards de montgolfières. Voilà, c'est ça qu'on envoie tous les ans dans l'atmosphère. Donc il faut commencer par avoir un petit peu l'idée de ce que ça veut dire. Donc on en a trop. Donc il faut évidemment arrêter d'en envoyer. Il faut évidemment réduire tout ce que vous voulez. Et le problème, ce n'est pas l'énergie. Le problème, ce sont les gaz à effet de serre. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas l'énergie qui est responsable du changement climatique. Ce sont les gaz à effet de serre, donc les combustibles fossiles. C'est eux le problème. Et en face, vous avez des gens qui disent « Ah ben on va réduire, puis on va prendre du gaz, c'est le meilleur ami des renouvelables. » Tiens, regarde, voilà ce qui se passe avec l'Allemagne et avec la Russie. Tiens, grosse erreur. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut rectifier les choses. Donc, aller chercher le CO2 dans l'atmosphère, ça coûte très cher en énergie, c'est très difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trop, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des parties par million. Mais c'est en train de se faire. Ça commence, c'est génial. Et alors, à ce moment-là, je demande à Philippe, qui est à côté de moi, je dis, mais il faut qu'on trouve un moyen d'organiser le business model de ces gens-là. Eh bien, c'est le marché carbone, c'est le marché des quotas carbone, parce qu'il y a comme ça qu'ils vont pouvoir rentabiliser, et ils vont intéresser beaucoup de gens. C'est des réductions de CO2 de l'air, c'est magnifique. Alors, pour être radical, il faut que nos forces militantes arrêtent de manifester comme ça pour rien, quoi. Il faut porter l'effort. Moi, j'ai été choqué, il y a quelques années, quand tout le monde allait emmerder François de Rugy et Brune Poirson au ministère de l'Environnement français, et M. Trump, ou les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Brésil, Bolsonaro, on est laissé tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne faut pas se tromper. Il faut aller taper là où ça fait mal, là où sont les bandits. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, il faut comprendre la difficulté et les effets pervers. Les effets pervers, c'est quoi? En ce moment, le patron de l'OPEP dit « Oh, c'est épouvantable, on n'a pas assez investi, donc on va avoir des problèmes. » Et on a demandé aux institutions financières respectables de ne pas investir dans le charbon. Eh bien, comme on n'arrête pas d'importer du charbon, ce sont les institutions financières non respectables, les voyous, qui investissent dans le charbon et qui se font beaucoup d'argent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'effet pervers, on croit qu'une mesure absolument simpliste comme ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Et tout le monde va attaquer Total, par exemple. Alors, Total, oh là, mon Dieu, Total, c'est épouvantable, c'est un truc pétrolier, mon Dieu, c'est un major, c'est rien de pire que ça, il faut absolument les empêcher. Mais attendez, mais Total, c'est quand même... Regardez plutôt Aramco. Alors, Aramco, là, c'est une boîte d'État. Donc, l'État, c'est l'Arabie Saoudite. Total, c'est une entreprise privée. Ils sont sortis du pétrole, ils sont dans le gaz maintenant. Alors évidemment, ils sont peut-être trop dans le gaz, mais ils sont aussi dans le solaire, mais ils sont aussi dans la capture du CO2 et ils enterrent le CO2. Ils sont en train de financer les travaux de la photosynthèse artificielle. Heureusement qu'il y a Total, j'allais dire presque. Donc, si vous voulez, je dis le contraire. Je dis qu'il faut savoir comment faire porter l'effort et taper sur le bon clou, pas taper sur les mauvais clous. Et donc, je crois que Philippe Aghion, il a raison. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que l'État nous donne la direction, on ne se trompe pas, mais il ne faut pas arrêter Fessenheim quand on a besoin du nucléaire, c'est une bêtise totale. Mais bon, à part ça, il faut trouver le plan qui permette à chacun de jouer sa part comme le colibri. Comment est-ce qu'on peut demander à monsieur le maire de contribuer à l'effort? Comment est-ce qu'on peut demander aux étudiants de nous aider? Notre job à nous, c'est que nous trouvions tous le moyen de faire quelque chose dans la bonne direction.
Il y a un problème qui est intéressant, important, c'est celui de la transition énergétique. On a des sources intermédiaires d'énergie. C'est évident que la fission nucléaire n'est pas un truc qu'on veut utiliser pour toujours. On voudrait aller vers d'autres choses. Peut-être la fusion nucléaire, c'est autre chose, on compte beaucoup dessus, ou d'autres sources dont Brice a parlé. Mais la question, c'est qu'on doit gérer les sources intermédiaires. Et nous, on est obligés pour le moment de construire, de garder des centrales nucléaires et d'en construire pendant un certain temps. Mais le tout, c'est de faire ça sans décourager la recherche pour trouver de nouvelles sources. Donc tout le problème de la transition énergétique, c'est à la fois de reconnaître qu'il y a des sources pour le moment qui nous permettent quand même de réduire les émissions de CO2 et de réconcilier croissance et réduction des émissions de CO2, mais en même temps d'amplifier la recherche et d'accélérer la recherche pour trouver des nouvelles sources renouvelables, fusion nucléaire, etc. Et je crois que c'est ça tout le dilemme de la transition énergétique, c'est de tenir les deux bouts en même temps. Je crois que ça, c'est vraiment un des gros. Et la politique industrielle, je crois qu'il faut vraiment la faire sur le modèle de la DARPA américaine. La DARPA, c'était la Defense Advanced Research Project Agency. Dans les années 50, il y avait la guerre froide de l'époque. Maintenant, il y en a une nouvelle, mais il fallait remplir des missions. La mission, c'était très vite, de mettre un homme dans l'espace, etc. L'argent venait du ministère de la Défense. On nommait des chefs d'équipe. Et ensuite, on suscite plein de projets concurrents. Ce modèle DARPA a été ensuite utilisé par la ARPA Energy aux États-Unis et après la BARDA, la Biomedical Advanced Research Development Authority. Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est grâce à la BARDA. Sans la BARDA, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Et c'était pareil, l'ARN messager existait et il fallait en un an la transformer en production de masse de vaccins. Pareil, l'argent vient du gouvernement, plein de labs sont en concurrence et puis certains réussissent, d'autres ne réussissent pas, etc. Et je crois qu'il faut réinventer la politique industrielle, donner ses lettres de noblesse à la politique industrielle. Chez nous, en France, elle est beaucoup trop colbertiste. On s'adresse aux grosses boîtes et à leurs filières, et c'est pas assez d'arpaïsé. Il y a trop de top-down, pas assez de bottom-up, et ce n'est pas suffisamment réconcilié avec la concurrence. La concurrence est une force formidable, on l'a toujours opposée à la politique industrielle, mais une politique industrielle intelligente est totalement compatible avec la concurrence, et il faut en France réinventer la gouvernance de la politique industrielle. Merci voilà, beaucoup. pour le vert, voilà. Faire une ARPA énergie européenne. En tout cas, vous concluez tous, effectivement, sur le fait de dire qu'il faut avoir une démarche qui part du bas. On l'a vu sur la justice, on le voit sur l'innovation, on le voit sur les territoires. Je me permets quand même de juste poser une petite question, parce que c'est assez rare d'avoir une table ronde, 2 anciens ministres de l'Environnement, alors à la veille de l'élection d'un futur ou futur ministre de l'Environnement. Quelles sont vos attentes en termes de radicalité de décision de cette future nomination? Avez-vous des attentes? Espérez-vous que des décisions soient prises? Je pourrais dire joker, hein. Mais c'est pas mon genre. Moi, je dirais, c'est allumé. Je dirais que j'attends de la cohérence dans les décisions prises par l'État. C'est-à-dire qu'on arrête de faire et de défaire en payant chaque fois. Voilà, ça c'est déjà quelque chose de fondamental. Deuxièmement, j'attends une vraie réflexion sur l'organisation gouvernementale du sujet. La Première ministre va être chargée de la planification écologique et territoriale et énergétique, très bien, mais il se passe quoi dans les ministères? Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur ce point de manière à ce que toute action qui est menée dans un ministère soit cohérente avec les objectifs généraux de la transition, parce que sinon on continuera à aller à U et à dia. Voilà. Pour le reste, je crois, dernier point, que certes la question climatique est majeure, mais il n'y a pas que le climat, comme dit mon ami Guillaume Sainteny. C'est-à-dire que ne pas lier climat, biodiversité et santé environnementale est une erreur majeure. Et il faudrait que la nouvelle construction gouvernementale s'attaque à cette problématique-là qui, dans les précédentes constructions, je ne vise pas ce gouvernement en particulier, celui qui vient de sortir, mais de manière plus générale, ne répondait pas au sujet. Autrement dit, le ministère de l'écologie qui a été créé en 2007 est en fait un ministère de l'équipement qui a changé de nom et auquel on a ajouté une direction, quelque chose qui est devenu une direction
du ministère de l'Environnement. Je ne suis pas sûre que cette construction-là soit opérationnelle pour traiter notre sujet, parce que la question biodiversité est très minorée et la question santé environnementale passe à l'as. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à cela et avoir une autre organisation. Là, ensuite, pour les décisions, il y a l'énergie, il y a l'agriculture, il y a la mobilité, il y a énormément de choses à voir, mais déjà, on serait capable d'avoir une traduction correcte du Green New Deal et de profiter, je m'inscris, pas surtout, mais en partie sur ce qui a été dit par Philippe Aghion et Brice Lalonde, d'utiliser les fonds absolument monumentaux qui sont mis à disposition de l'Europe pour le Green New Deal, pour financer notre transition, pour nous réindustrialiser sur ces nouvelles technologies, pour redynamiser nos territoires. Et c'est pour ça que personnellement, moi, je suis favorable à une décentralisation énergétique, mais c'est un sujet qu'on peut avoir. Hein. Je pense que nous aurions tout à y gagner, rien à y perdre. Merci beaucoup. Alors, merci. On va profiter d'un petit temps avec vous d'échange. Vous avez vos micros juste devant vous, donc vous pouvez l'allumer, simplement lever la main si vous souhaitez poser une question. Alors, j'aimerais faire un petit commentaire. Alors une petite minute. Oui. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, qui sont des politiques d'offres. Hein. C'est très très bien, mais il y a une vulnérabilité des politiques d'offres et une vulnérabilité des politiques économiques, c'est qu'elles sont dépendantes de la demande, qu'elles soient dépendantes de la demande des consommateurs ou dépendantes de la demande populaire. On a vu comment les Gilets jaunes ont pu casser une politique qui était pourtant raisonnable. Hein. Et donc, il faut effectivement avoir une politique industrielle, innovante, verte, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler du côté de la demande. Il faut commencer à organiser la population à vivre dans des conditions qui vont être des conditions différentes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Un avenir durable va être différent chaque fois, dans chacun de nos comportements. Et j'hésite à le dire, mais sur la question des radicalités, il se trouve que je suis l'élève de Serge Moscovici, théorie des minorités actives. Hein. Il y a une chose très embarrassante. Quand une minorité active veut réussir, elle doit faire deux choses. Elle doit être rigide et persistante et elle doit aller au conflit. Hein. Alors, ce n'est pas agréable et on n'aime pas le conflit parce que c'est destructeur et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité finit par plier un petit peu. Et donc, ils sont embêtants, comment dire, ces militants radicaux. Moi aussi, ça m'exaspère, mais ils sont nécessaires. Donc, toute la difficulté, ça va être de gérer justement ces embêteurs, si je puis m'exprimer ainsi, parce que c'est aussi ça qui nous oblige à changer. Ce n'est pas agréable, mais malheureusement, la théorie montre que c'est comme ça que ça amène des mouvements. Vous avez la parole. Une, deux questions. 3. On devrait avoir le temps. Ouh là là, 4, 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez peut-être les poser tous en même temps, au fur et à tour de rôle, et puis comme ça, chacun pourra y répondre au fur et à mesure. Bon, déjà, merci à tous. Je vais essayer de faire vite. Ma question est pour vous, Monsieur Lalou. Vous nous avez incité à, je cite, changer le comportement en groupe plutôt que individuellement, au niveau local plutôt que global. Mais comment faites-vous quand l'incitation à mal agir, entre guillemets, vient du niveau international? Je vous propose un cas pratique. Le diamant. L'industrie du diamant, ça pose des problèmes sociaux, environnementaux. Et pourtant, si je vous dis « les diamants sont éternels », vous connaissez cette phrase. Vous la connaissez en français, vous la connaissez en anglais, vous la connaissez en japonais. Le Japon, il y a plusieurs décennies, personne n'en consommait, entre guillemets. Aujourd'hui, on en consomme beaucoup. Ma question est la suivante, donc. Comment faites-vous pour que ce geste, qui consiste à dire « je t'aime » en mettant un genou à terre et en s'offrant un diamant, change partout dans le monde, alors que l'incitation à le faire vient du niveau international. Pour un film, pour une pub contre le diamant, que vaut une pub contre le diamant face à un James Bond qui nous dit que les diamants sont éternels? Je vous remercie. Alors, Philippe Aghion vous répondrait, on fait maintenant des diamants artificiels, hein, très bien.
Donc ça devrait changer les choses. Et puis la deuxième solution, c'est vous pensez que c'est idiot et vous avez raison. Mais les humains cherchent toujours des moyens de se distinguer et cherchent des moyens symboliques aussi d'exprimer leurs sentiments. Mais c'est à vous de trouver des solutions. Faites-les au niveau local, faites-le connaître. Moi, je pense que c'est beaucoup plus beau de faire une poésie, par exemple, que d'acheter un diamant. Eh bien, démontrez-le et lancez une nouvelle mode. Maintenant, il y a des réseaux sociaux, on peut faire des choses. La solution, elle ne viendra pas que de nous, les experts, elle viendra des gens du terrain qui gèrent les problèmes eux-mêmes et essayent de trouver des solutions. C'est nous le problème, c'est vous le problème, c'est nous la solution, c'est vous la solution. Prenez-vous en main, arrêtez d'attendre que les experts, les gouvernements, les machins résolvent tout. Prenez-vous en main, déjà au niveau local. Qu'est-ce que vous avez comme téléphone? Il est durable? Vous êtes venu comment ici? Je veux dire, tous ces trucs-là, ces questions, on doit se les poser maintenant. Elles ne sont pas simples, elles sont compliquées, et ceux qui trouvent des bonnes solutions doivent les expliquer aux autres. Voilà, c'est tout. Et oui, c'est pas simple, je sais, j'ai pas réponse à tout, et on n'aura pas réponse à tout, mais c'est à vous de bosser aussi. Il y a une très belle initiative qui s'appelle la Kimberley, c'est-à-dire une initiative avec des entreprises, des militants, des ambassadeurs et autres qui est transversale, ce n'est pas nation par nation, et qui cherche à vérifier l'origine des diamants, qui ne contribue pas à des efforts de guerre, etc., etc. Ça a été plutôt les Anglais qui ont créé ça. Et donc, la place est, pour les militants, la place est là, il y a un énorme travail à faire, et ça marche assez bien. Et c'est le témoignage, si vous voulez, maintenant de tout ce qui est de cette espèce d'effort pour la RSE, tout ce que vous voulez, les entreprises à mission en France, etc. On essaye, le coton par exemple, il y a un truc qui s'appelle Better Cotton Initiative, et donc vous avez entre Levi, les blue jeans Levi, c'est 1% du coton mondial, de là jusqu'aux paysans indiens, il y a une chaîne, ça discute, ça travaille. Donc le monde est en train de changer, y compris du côté des entreprises. Donc vous avez de la place du côté des entreprises, les entreprises sont aussi très utiles, on en a absolument besoin, et il faut apprendre, si vous voulez, à discuter avec, quoi, et à ne pas être considérés en bloc comme des horribles monstres, c'est pas vrai. Il y a dans les entreprises, il y a de tout évidemment, mais il y a vraiment des gens qui font des efforts pour améliorer le système mondial et éviter éventuellement d'aller chercher des diamants là où il ne faut pas, quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas un spécialiste des diamants, mais je sais que ça existe. Nous sommes des optimismes gramsciens. Tu sais la différence? Il y a l'optimisme panglossien qui pense que tout va arriver, et l'optimisme gramscien, c'est l'optimisme de combat. C'est-à-dire qu'il y a des forces qu'on peut activer et il faut se battre. Mais il y a des forces qui permettent, à mon avis, d'arriver à la neutralité carbone 2050. C'est faisable, quoi. Les forces sont là. On a l'énergie et l'optimiste. Alors, du coup, il y avait une question ici et ensuite, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour ces discussions. Ne croyez-vous pas qu'il est facile de se ranger derrière les militants radicaux et vous ne parlez pas beaucoup du manque de vulgarisation scientifique à la télé. Comment expliquez-vous qu'une génération ait été marquée par C'est pas sorcier, qui, le jour où cette émission n'existait plus, il n'y avait plus rien. Comment expliquez-vous que les explications sur le nucléaire, les dernières qui ont lieu, viennent également de cette production qui a initié C'est pas sorcier? C'est des épisodes qui sont sortis sur YouTube il y a 2 ans et il n'y a rien eu en 10 ans. Peut-être serait-il raisonnable de réfléchir aussi à un certain impact dans les médias du grand public. Merci. Merci beaucoup. On va prendre deux autres questions, comme ça on répondra ensuite au fur et à mesure. Alors il y avait juste monsieur derrière et après... D'accord. Je suis Pascal Chambard-Delauve, les gens ne se présentent pas, mais je suis architecte, professeur dans une école d'architecture, professeur des écoles d'architecture à Paris-Belleville et directeur, ça peut être intéressant pour le sujet, du seul 3e cycle dans les écoles d'architecture qui traite la question des architectures des risques majeurs. Voilà. C'est une formation internationale, ça peut intéresser pas mal de sujets. Juste sur l'éthique de l'État, je vais prendre un tout petit exemple que j'ai déjà évoqué auprès de plusieurs personnes aujourd'hui. Le ministère de la Santé va récupérer un terrain qui se trouve situé la porte devant, à Malakoff, sur lequel il y a actuellement le bâtiment de l'INSEE, qui est un bâtiment construit dans les années 70, une architecture brutaliste d'assez bonne qualité, le béton est en parfaite qualité, il fait actuellement 32 500 m², et le ministère de la Santé envisage et a déjà obtenu par un préfet un permis de démolir pour construire juste à côté 36 000 m², c'est-à-dire la même taille, en prétendant que les bureaux seraient mieux adaptés. Voilà. Si on considère que
le problème numéro 1 mondial dans les années à venir, c'est le réchauffement climatique si on ne fait rien, en problème de santé bien supérieur aux éléments de la Covid et autres. Je suis très très surpris que depuis 5 ans, où nous faisons des pétitions, où nous essayons de convaincre le ministère de la Santé de changer sa politique, rien à faire. Alors il y a une pétition en cours, hein, je vous invite à aller la regarder, c'est sur change.org, c'est INSEE, pétition, à Malakoff. Vous pouvez donner peut-être un petit peu un avis, nous soutenir, de manière à ce qu'on essaye de faire changer la position de l'État dans ce domaine-là. Voilà. Un tout petit point, vous avez parlé de diamants, je parlerai ce matin, Bertrand Badré, c'est ça, a évoqué la question des fleurs. J'étais un petit peu surpris qu'il ait pu défendre l'idée d'aller continuer à aller chercher des fleurs en Équateur pour avoir des roses, soi-disant que si on les faisait en France, il faudrait les faire dans des serres. Mais pourquoi les faire dans des serres en France? On sait très bien faire des serres. On va raccourcir la question parce que sinon. Et là, je m'arrête juste simplement là-dessus. Arrêtons d'essayer de rêver d'avoir des roses en plein hiver, c'est tout. Et on peut avoir d'autres fleurs. Moi, je voudrais juste sur les fleurs, parce que il y a Sylvie Lémette qui se pose la question de la biodiversité, et bon, Mauguin, il est parti. C'est les abeilles. Comme vous savez, les abeilles sont en difficulté, mais les abeilles et d'autres pollinisateurs, grâce à elles, nous n'avons pas 30% en moins dans nos récoltes. Hein, ça aide à polliniser. Les abeilles, qu'est-ce qu'elles mangent, les abeilles? Des fleurs. Elles mangent des fleurs. Et donc, quand il y a le colza, le champ de colza tout jaune, elles sont vachement contentes, les abeilles, il y a plein à bouffer. Ensuite, quand le colza est récolté, il n'y a plus rien. Et donc, la politique nouvelle, dans la politique agricole nouvelle, il faut des fleurs. Il faut que les agriculteurs mettent des fleurs pour les abeilles tout au long de l'année, jusqu'au lierre, parce que le lierre, c'est la dernière fleur avant l'hiver. Donc, penser aux abeilles, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fleurs, pas simplement des fleurs coupées ou des fleurs en serre, des fleurs dans nos champs. Qui est-ce qui veut répondre sur la, si c'est pas sorcier, sur l'acculturation dans les médias, au développement durable? Est-ce que Patrick? Ça dit. Alors du coup, on avait. Faites-en sur YouTube. Vous pouvez vous-même lancer des trucs sur YouTube. Il y a des choses très très bien sur YouTube. Les nouveaux médias, c'est ça aussi. C'est pas que la télé, quoi. Voilà. Alors du coup, on a beaucoup de questions. Le temps nous est imparti. Je crois que vous en aviez une également. Donc j'en note 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si on pourra sur les 4. On va commencer. On va essayer de les faire un peu courtes. On va voir. On a jusqu'à 30. Merci beaucoup. Et évidemment, vous n'allez pas être très surpris du fait que ma question concerne la biodiversité. Il se trouve que je viens de la sphère climat, donc je comprends très bien, au fond, tout le discours qui consiste à dire, évidemment, la solution réside dans essentiellement l'innovation et l'innovation verte, et l'innovation verte va permettre de faire l'économie d'une réflexion, finalement, sur la décroissance, puisque c'est une autre façon de croître. Et j'ai porté ce discours assez longtemps, je dois dire, parce qu'au fond, c'est le seul qui est porteur d'espoir. Et je n'ai pas trouvé aujourd'hui comment on arrivait à faire de la décroissance et de la justice sociale, parce qu'il faut bien avoir un peu de croissance pour pouvoir redistribuer. Et en même temps, je trouve que finalement, après avoir cru très longtemps au sujet du découplage, je trouve qu'on ne l'observe pas aujourd'hui. Et donc, on va se heurter naturellement quand même au même sujet, c'est-à-dire que si cette innovation est productrice d'une consommation de ressources qui est aussi perverse et aussi consommatrice en termes de gaz à effet de serre que celle qu'on a aujourd'hui, enfin que le modèle de croissance qu'on a aujourd'hui, ben malheureusement on n'a pas résolu les choses. Et donc j'aimerais bien avoir votre avis sur, au fond, à quel moment on va se dire oui, mais quelles sont les conditions supplémentaires? Moi j'ai eu l'impression en écoutant Philippe Aghion qu'au fond, l'innovation allait suffire en soi. Et j'ai envie de vous demander, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions autour de l'innovation, malgré tout? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, évidemment, on est tous très excités sur les nouvelles technologies, mais comme par hasard, elles portent toutes sur le climat. Et on n'entend jamais, finalement, ce même discours sur la biodiversité. Or, aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque, c'est-à-dire, au fond, la crise en matière de biodiversité, comment peut-elle être résolue
à travers des investissements et des innovations. Parce qu'il faut aussi pouvoir un petit peu rêver, si je puis dire, pour pouvoir effectivement trouver des solutions. Et j'ai l'impression que ces innovations-là font moins rêver que celles sur le climat, ou plus exactement, elles sont peut-être un peu moins palpables. Voilà, donc c'est une petite question. Merci. Je vais quand même juste prendre les autres questions pour être sûr de pouvoir les adresser. Je vous en prie. Oui, bonjour, Julie Lannes. Je reviens de RDC, je travaille dans les zones les plus difficiles où il n'y a quasiment plus personne. Donc je reviens du Nord Kivu, je travaille également dans l'extrême nord Cameroun. Et de ce que j'ai entendu, je vais parler plus fort, de ce que j'ai entendu, je suis d'accord et pas d'accord, parce que moi je vois la différence, certes éducation, certes innovation, certes effectivement le rêve, etc. Moi je vois juste une déconnexion entre, on va dire, la science de papier à laquelle vont se référer différents politiques ou scientifiques et ce qu'on appelle la research action sur le terrain qui est plutôt assez critiquée. Les gens qui font de la research action sont 365 jours par an et en prise directe, ils ne sont pas hors sol. Les gens qui font des papiers sont des gens qui débarquent, qui viennent 15 jours et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et le problème qu'on a, c'est une éducation, certes, de la population, mais il faudrait d'abord que les gens qui sont censés vulgariser et éduquer soient eux-mêmes vraiment au courant des choses pour éviter de faire de la démagogie et justement faire du militantisme de salon et derrière un clic. Aujourd'hui, les vrais militants qui connaissent vraiment leur sujet, je suis désolée, mais il y en a très peu. J'ai travaillé également avec les ministères et le ministère de l'écologie. Certes, il y a des problèmes. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur le ministère de l'écologie pour avoir travaillé avec lui, notamment sur la loi maltraitance animaux, quand je vois effectivement le problème qu'il y a entre l'État profond et, on va dire, les oppositions entre ceux qui sont nommés et ceux qui sont là et qui travaillent avec des intérêts contradictoires. Et en poussant beaucoup plus loin, la contradiction qu'il y a entre les ministères. Donc pour moi, la solution, effectivement, n'est pas qu'une question d'innovation. Je pose la question globalement, mais c'est en même temps une réponse. Je pense que la seule façon de faire avancer les choses, c'est qu'il y ait une approche interministérielle sur les grandes questions. Je ne vois pas comment vous pouvez, au niveau énergétique, au niveau santé, à tous les niveaux, au niveau géopolitique, au niveau, sans mettre ensemble et le ministère de la Santé, et le ministère des Armées, et le ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Écologie, et le ministère de l'Agriculture. C'est impossible. Je vais vous donner un exemple. Là, je reviens de l'extrême nord Cameroun. Enfin, voilà, je vais juste faire court. Et pour vous dire, il n'y a pas d'opposition avec les entreprises. Je vais donner un exemple sur leur paillage illégal. J'ai mené il y a plus de 10 ans de ça avec ce qu'on appelle le GJS, le Global Jewelry Council, pour un label d'or éthique, pour réunir tous les acteurs. Ça réunit 400 acteurs de la mine jusqu'à la vitrine, de Rio Tinto à Tiffany's, etc. L'idée était de fixer les orpailleurs et de développer ça parce que ce n'est pas un métier. Il y a des solutions avec les entreprises. Sans les entreprises, on ne fera rien, sinon on nourrira le terrorisme et on nourrira les bandes armées. C'est ça la réalité. Et juste pour vous donner un exemple du côté hors sol, on vient de m'envoyer là donc dans le Nord Kivu, au milieu des bandes armées et autres, pour leur expliquer suite aux exactions qui avaient été commises par des rangers. Donc je vais former les rangers pour leur expliquer que non mais pour expliquer l'égalité des genres. Non mais excusez-moi, pour expliquer l'égalité des genres. Et on me dit, il faut que tu leur expliques de respecter les LGBT. Vous croyez vraiment qu'avec les bandes armées et tout ça, c'est pour montrer la déconnexion entre le dessus et le dessous, international comme national, et le terrain. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse rebondir. Donc vous avez raison, c'est-à-dire d'abord l'innovation, elle n'est pas spontanément ce qu'on veut. Donc, et puis bon, donc l'innovation elle est dans tout, elle est dans les sources d'énergie, dans la manière de produire, dans la manière de se loger, dans les transports. Donc, et il faut évidemment le faire de manière décentralisée. Donc je crois beaucoup que voilà. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est donner des objectifs. Je crois que c'est comme la réforme éducative. C'est-à-dire que là où il y a eu des réformes éducatives au Portugal ou ailleurs qui en ont, c'est qu'ils se sont donné des objectifs de PISA. Vous savez, il y a les tests PISA ou d'autres tests. On s'est dit, ben là, il va falloir atteindre des objectifs. Et je crois qu'il faut se donner des objectifs et de dire, on va tout mobiliser, mais on doit faire ces objectifs. Et je crois que maintenant, Maastricht, je crois qu'il va falloir repenser en France Maastricht. C'est-à-dire qu'on va devoir dire, ben nous, on va faire peut-être la réforme des retraites ou autre chose, j'en sais rien, mais on va utiliser ça pour investir, on doit investir dans la transition énergétique. Mais pour pouvoir avoir le feu vert de le faire, forcément, il faut que les autorités européennes ou d'autres disent « Mais attendez, on va voir si vos investissements sont efficaces. Donc on va regarder si vraiment il y a des réductions de CO2, si vraiment vous aboutissez à vos objectifs, parce que sinon, on ne vous laisse pas faire les
des investissements. Je pense qu'il faut arriver maintenant, dans le domaine de l'environnement, comme dans le domaine de l'éducation, à une manière, si vous voulez, qui est beaucoup plus exigeante que le Maastricht d'avant, c'est-à-dire de dire, on ne met pas sur le même plan les dépenses de retraite et les dépenses d'investissement dans l'environnement et la croissance, mais on est très exigeant sur la gouvernance et la performance de vos investissements, et on demande des résultats. Donc, prix du carbone, on veut voir ce que vous faites, résultats de réduction de CO2, et je crois que c'est comme ça que, vous voyez, que des contrats de résultats, quoi, vous voyez ce que je veux dire, et d'être comptable. Et si on n'atteint pas ces résultats, on dit, on revient au vieux Maastricht, tant pis, vous faites le déficit de 3%. Je pense qu'il va falloir être très dur avec les États pour s'assurer que vous voulez jouer un jeu différent et investir, mais ça va pas se passer. On va être là pour vérifier que ça se passe. Je crois qu'on peut, par ce mélange de carottes et de bâtons, arriver quand même à quelque chose. Peut-être je suis trop optimiste là-dedans. Madame la ministre, vous laisse. Oui, moi je voulais répondre à la deuxième question, là, qui n'était pas vraiment une question d'ailleurs, qui était plutôt un exposé qui me paraît très juste. Je pense que les questions de déconnexion sont des questions fondamentales. En fait, tout ce dont nous parlons est très largement mené par ce qu'il y a dans nos têtes, c'est-à-dire par notre imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne crois pas que les technologies soient une réponse unique. Elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes parce que si nous ne modifions pas notre imaginaire, nous n'y arriverons pas. Or, notre imaginaire, quand je dis notre, c'est un mot inexact, car l'imaginaire, il est personnel autant qu'il est collectif. Et il est lié aussi aux capacités qu'ont chacun d'entre nous. Autrement dit, imaginez que l'on puisse faire de l'efficacité dans nos sujets, climat, biodiversité et santé, comme je les ai liés tout à l'heure, sans que la question de l'équité soit prise en considération, sans que la question de la justice sociale soit prise en considération, car on est quand même un monde dans lequel les inégalités ont crû de manière astronomique au cours des dernières décennies, sans que la question de la réalité sur le terrain de ce qui se passe soit prise en compte, c'est l'échec qui est assuré. Donc je veux dire par là que cette transversalité que vous appelez entre les ministères, je l'appelle aussi entre la manière d'appréhender les sujets. Très important d'avoir des psychologues, des sociologues, des politologues, à côté des économistes, à côté des scientifiques, parce que le sujet auquel nous nous attachons, c'est le sujet de l'humain. Bon, et la patte humaine, c'est pas seulement Homo economicus, c'est bien plus compliqué que ça. Et le changement auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas un changement historique, c'est un changement anthropologique. Et par voie de conséquence, c'est bien à l'ensemble du sujet qu'il faut s'attacher. Et si notre objectif, et je pense que c'est un objectif partagé, est celui du succès de la démarche que nous entreprenons collectivement, parce que c'est la question de la survie du vivant à terme qui est clairement posée, eh bien je pense qu'il faut être très ouvert sur la manière d'appréhender les sujets et ne pas avoir une vision technicienne, même si, encore une fois, les technologies sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. L'économie politique, donner toutes ses lettres de noblesse à l'économie politique, en fait. Mais il y a eu... il faut quand même que... On va clôturer là-dessus. On est sur Rio plus 30, mais il y a eu un Rio plus 20. Je dis ça parce que j'y étais, si je puis dire. Et Rio plus 20, les peuples, parce que les Nations Unies, c'est dominé par les pays en développement, il faut le savoir. Il y a 195 États, la majorité, ce sont des États en développement. Donc, le grand problème de ces États et des Nations Unies, à la majorité, c'est de sortir de la pauvreté. Voilà. L'obsession des Nations Unies, c'est de sortir l'humanité de la pauvreté. Et Rio plus 20, donc Rio en 2012, a commencé par beaucoup d'optimisme, parce que les gens ont dit, vous avez vu la Chine, ils ont sorti 1 milliard de personnes de la pauvreté. Donc c'est possible pour le monde entier. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, ils se sont dit, mais si tout le monde, si on fait une gigantesque classe moyenne mondiale, est-ce qu'il y aura assez de ressources? Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois dans leur histoire, les Nations Unies ont mis sur un même plan d'égalité la lutte contre la pauvreté et la lutte pour l'environnement. C'est la première fois. Et donc, ça a été un très grand moment, quoi, un nouveau, quoi. Et donc, on en est là. Et donc, il ne faut pas oublier que pour tous ces peuples, sortir de la pauvreté, ça demeure quand même un objectif très important.
Donc, notre job à nous, c'est aussi de comprendre ça, quoi. Et c'est de comprendre aussi que si nous, on arrive à 0 émission, c'est pas sûr que les autres feront pareil. Il faut s'y adapter d'une manière, il faut être résilient de toute manière, quoi. Et donc, non seulement il y a l'écologie politique, mais il y a la diplomatie. Il faut quand même continuer à discuter, négocier pour y arriver. Et les militants radicaux, très bien, mais il faut qu'ils soient radicalement pour une négociation internationale et il faut qu'ils name and shame ceux qui ne font pas le boulot, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Ressaman. Merci à tous.